Bon, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, nous allons commencer cet après-midi de travail autour du livre de Jacques Nassif pour Bataille. Donc, écoutez, je pense que vous connaissez tous Jacques Nassif, hein, qui est psychanalyste, écrivain, ancien membre de l'école freudienne de Paris, qui est auteur aussi de plusieurs ouvrages et non, et traducteur aussi. Et Claude Raban, que je ne vous présente pas. Hein. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Claude qui va donc faire une présentation du livre de Jacques Nassif. Voilà. Écoutez, je vais faire une petite présentation rapide pour ouvrir un peu la discussion avec ça. D'abord pour dire que c'est quand même un honneur et que ce livre de Jacques Nassif est un grand livre, je trouve, et qui ouvre beaucoup de perspectives et qui est plein de surprises, comme dit aussi la quatrième de couverture. Mais plus qu'une surprise, c'est-à-dire que c'est des éléments d'histoire de la psychanalyse qui sont des éléments forts. Alors, je crois que c'est le point, c'est-à-dire où en est aujourd'hui la psychanalyse, et que c'est un des points de repère que nous pouvons avoir dans cette réflexion. Alors, pour ceux qui ont déjà lu le livre, ce ne sera pas une surprise totale, mais je rappelle quand même le nœud de ce livre, le cœur de ce livre, qui est la démonstration, je dirais, de ce pacte, ce que Jacques lui-même appelle une sorte de pacte ou d'entente, sinon cordiale, tacite entre Bataille et Lacan. Alors, ce qui est intéressant et ce qui est beau, je trouve, dans ce livre, c'est que c'est un livre qui commence un peu sur une scène très joliment écrite, une scène un peu à la Stendhal, où le jeune, le jeune psychanalyste normalien de l'époque rencontre un peu par hasard Sylvia Bataille, à qui il demande, il ose demander, dit-il, il a le culot même, de lui demander au fond quel est le rapport de votre premier mari, c'est-à-dire Bataille, avec la psychanalyse. Et Sylvia répond c'est une chose à la fois à faire et à dire qui est euh, un enjeu pour une sorte de mission qui est donnée à Jacques Nassif de ce point de vue et qui reste au fond sur comme ça l'horizon de tout le livre. C'est cette promesse ou cette demande, cette sensation de Sylvia que, enfin, c'est comme ça en tout cas que Jacques Nassif l'interprète, qu'une injustice a été commise envers Bataille. Que cette injustice, au fond, demeure, et le livre est la réponse à cette injustice. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut attribuer à Bataille dans l'histoire de la psychanalyse et dans le rapport avec Lacan. Donc ça, ce lien qui est maintenu entre les deux hommes, mais qui a aussi beaucoup de conséquences pour les deux, c'est le cœur du livre. Et je me permets, bon, chacun de lire cet ouvrage, et cette démonstration qui m'a beaucoup convaincu, je dois dire, qui me paraît très forte. Et j'ai eu une sorte de petit indice personnel de la vérité de cette considération historique, à savoir que depuis toujours, je me suis interrogé comme une énigme sur la toute dernière phrase des quatre concepts. Vous savez, où Lacan dit que le désir de l'analyse n'est pas un désir pur, etc.
et que c'est un désir d'obtenir la différence absolue. Bon, ça c'est Kierkegaard, après avoir dit que euh, il ne fallait pas aller trop loin dans le spinozisme, que le spinozisme c'était trop fort pour nous, mais qu'il fallait plutôt aller du côté de Kierkegaard, c'est-à-dire du côté de l'angoisse. Bon, mais Bataille aussi, c'est l'angoisse. Bataille aussi, c'est l'angoisse. Et cette phrase, la dernière phrase des 4 concepts que j'ai toujours trouvé complètement énigmatique sans la comprendre, sans arriver à la comprendre vraiment, où là, quand on dit là seulement, surgit la signification d'un amour sans limite, parce qu'il est hors des limites de la loi où seulement il peut vivre. Alors d'abord, on ne sait pas si c'est hors des limites de la loi qu'il ne peut pas vivre hors des limites, ou au contraire, il peut vivre que hors des limites. Donc cette espèce d'ambiguïté, et après avoir lu Jacques Nassif et relu quelques passages de Bataille, je me suis dit, mais bon sang, c'est clair, c'est une phrase bataillenne. Oui, bien sûr. C'est une phrase bataillenne sur la signification d'un amour sans limite, hors des limites de la loi, où seulement il peut vivre. Et quand on compare, après, je laisse à chacun de le faire, mais il y a un petit texte d'ouvrage de Bataille que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'amour d'un être mortel, et qui dit ça, et qui dit exactement ça, qui termine comme ça. La vérité de l'amour exige bien des violences, exige bien plutôt les violences sans merci de l'étreinte, mais elle n'apparaît qu'au hasard, dans la transparence du repos. Et l'image qui me vient le plus à l'esprit est celle d'un lac, celle d'un objet qui n'est jamais isolable comme objet, car ses eaux s'écoulent et leur surface, c'est le reflet du ciel. Tout entière, la vérité de l'amour est suspendue dans ces moments de calme où nous en perdons la limite. Donc je trouve ça extrêmement beau. Alors, au fond, la seule question qui me reste un peu, puisqu'il y a une sorte de convergence avec Kierkegaard, du reste, sur la question de l'angoisse et du hors limite, ou de la disparition de la limite. Oui. Et donc, au fond, c'est quelque chose que peut-être en effet Lacan doit en partie à Bataille. Oui. Mais qu'est-ce que Bataille doit à Lacan? S'il lui doit quelque chose. D'avoir, je pense, été lu d'abord et je dirais même aimé à travers la femme qu'ils ont aimée, ce qui n'est pas rien. Je crois aussi qu'il lui doit quelque chose qui n'a jamais été reconnu, c'est l'autorisation d'aller jusqu'au bout du possible, sans être traité de fou. C'est ça. Bataille dit tout le temps aller jusqu'au bout du possible, ce qui pourrait être une injonction terrible que nous ferions à nos analysants, à notre corps défendant, mais la règle est implacable. Aller jusqu'au bout du possible. C'est une phrase qu'il martèle, Bataille. Comment y arriver en n'étant plus sur un divan et en analyse? Comment aller jusqu'au bout du possible dans sa quête d'une vérité de son expérience intérieure
comment ne s'autoriser que de cette expérience sans sans le payer trop cher, puisque Blanchot fait remarquer à Bataille que l'expérience intérieure est souveraine, mais que ça s'expie. Hein? Eh bien, cette souveraineté que Bataille a pu obtenir dans son écriture, peut-être pas dans sa vie, mais dans son écriture à tout prix, et eh bien, je pense que c'est son amitié fidèle, l'amitié fidèle que lui a gardé Lacan contre vents et marées, qui lui a permis de ne pas se sentir trop coupable. Et quand on lit Le Coupable, c'est à double entente. Je trouve que c'est un texte ironique. Grâce à Lacan. Mais on ne peut que le supposer, puisque tout cela est enterré, il n'y a plus aucune lettre de Bataille à Lacan, alors qu'il y en a eu beaucoup et que Sylvia elle-même dit qu'elles ont été détruites, ce qui est un indice majeur, n'est-ce pas, pour toute une série d'autres écrits. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Oui. Un peu plus fort, s'il te plaît. Oui. Voilà, merci. Je peux parler plus fort. Donc, c'est expier ce qu'on découvre sur soi sans autre alibi ou sans autre autorisation, c'est le mot que Lacan emploie quand même, hein, que celle que vous donne votre expérience intérieure, c'est une chose que Bataille a pu se permettre, souverainement, encore une fois. Eh bien, l'aurait-il pu, n'aurait-il pas dévié ou dérapé sans cette amitié forte qu'il a gardée avec le deuxième époux de sa femme. On peut dire ça comme ça. Oui, je crois. Ce qui est quand même fascinant aussi, c'est cette intrication entre les liens familiaux et intellectuels. Comme le souligne Michel Surya dans le texte qu'il m'a adressé, que j'ai cité en in extenso pratiquement, car il est très révélateur. Mais est-ce qu'on peut dire que Bataille a trouvé une sorte d'analyste dans la personne de Lacan ou pas du tout? Un ersatz, enfin la fonction analyste, il l'avait en lui, je crois. Voilà, c'est ça. Mais il fallait qu'il puisse penser que son ami, qui était l'analyste par excellence à ses yeux, ça sans aucun doute, ne le condamnerait pas à être un débauché, un pervers, tout ce que les psychanalystes lacaniens ont fait de lui, n'est-ce pas? Ne s'apercevant pas de ce qu'il apportait sur le plan intellectuel et se permettant de juger à partir de textes où il énonce comme tout homme de lettres ses fantasmes. Mais comme par hasard, il ne les signe pas, se sachant, analysant, cette fois à visage découvert. Mais quand il est à visage découvert, il ne signe pas. Et quand il est, en tant que philosophe, allié à la tâche du psychanalyste, il signe et
Et personne, jusqu'à présent, je crois, ne lui a reconnu le fait que pour moi, il était l'analysant par excellence. Et si je m'intéresse à Bataille, c'est pour son style, c'est pour son courage, c'est pour son honnêteté, c'est pour sa capacité d'y aller comme ça, jusqu'au bout du possible, mais surtout parce que, pour moi, c'est le premier des analysants qui apporte à la psychanalyse ce qu'elle lui a donné, qui restitue. La plupart des auteurs dont nous nous servons, ce sont des auteurs qui se disent analystes et qui parlent de la clinique. Bataille ne parle jamais de la clinique et néanmoins apporte à la psychanalyse des choses fondamentales. Et je pense qu'il faut désormais nous dire inspirés, non pas seulement par des livres de psychanalyse, mais par le savoir des analysants. Est-ce que tu dirais, par exemple, que, dans une certaine mesure, avec cette référence à Lacan, Bataille a réussi à être, au fond, l'analyste de son propre symptôme, l'analyste de sa propre perversion, et que quand même c'était ça aussi qui pouvait intéresser Lacan. Peut-être en effet, mais moi je n'aime pas trop penser qu'il y a de l'auto-analyse. L'écriture de Bataille va peut-être tellement loin, et avec ce va-et-vient entre écriture signée et écriture non signée, il y a donc effectivement des ponts entre l'analysant et celui qui dit ce que ça veut dire. Il écrit sur l'histoire de l'œil le texte le plus autorisé pour interpréter ce qui lui est venu de dire. Mais je pense que comme il n'emploie jamais aucun terme de la psychanalyse, que le mot cure ne lui vient pas à l'idée, que pour moi c'est presque un exercice de lire Bataille. Qu'est-ce qui est possible de penser de la psychanalyse sans aucun des concepts nommément invoqués de la psychanalyse? Et c'est passionnant de voir tout ce que ça apporte à la psychanalyse, précisément de se priver de références et d'être constamment renvoyé à soi-même et à son expérience des choses. Ça, c'est extrêmement important. Je me demande si ça apparaît aussi clairement dans ton livre, ça, parce que au fond, il y a quand même une espèce d'accent qui est mis sur la réciproque, c'est-à-dire au fond, à quel point Lacan doit certains concepts à Bataille lui-même. Oui. S'il y a un philosophe avec lequel il est consort, encore un mot matrimonial, c'est bien Bataille, plus que Heidegger. Je crois que c'est... Et on aurait tort de penser que Bataille n'est pas un grand philosophe. Heidegger, justement, pensait que le grand philosophe français, c'était pas Sartre, c'était Bataille. Cela dit, il y a ce choix de Bataille comme référent philosophique ou comme allié philosophique par Lacan et pas, jusqu'à une certaine période, Wittgenstein et la possible tentation de faire croire que
que la psychanalyse pouvait se traduire en science. Ah oui, c'est la question de la science. Alors là-dessus, justement, ma lecture est un choix, n'est-ce pas, et un choix critique par rapport à un Lacan. Il y en a un qui est manifestement bataillien, et il y en a un autre qui a voulu faire en sorte que la psychanalyse au moins s'exprime dans un langage qui assonne avec celui de la science. Et voilà, et ça a conduit à un dogmatisme dommageable. Alors c'est là, au fond, où on a la perception de ta rupture à toi par rapport à Lacan. Peut-être, enfin, un certain Lacan, encore une fois. Parce qu'il y a un moment que tu lui envoies comme une vraie paire de claques, comme disant. Oh, écoute, il a fait des erreurs, il a choisi Miller comme co-auteur, c'est quand même, tu ne vas pas me contredire là-dessus. Ah non, certes. Non, mais oui, bien sûr. Comme si, il y a un moment où on se dit quand même, s'il n'y avait pas eu bataille, une fois que la bataille n'est plus derrière lui, Lacan déconne. J'ai tendance à le croire, mais parce que nous n'avons pas su, toi, moi et les autres, dire à Lacan, enfin, jouer le rôle que Bataille pouvait jouer, à savoir le contredire, le limiter, lui le ramener à une certaine, lui éviter de se croire un pape. De se croire un pape ou de ne pas pouvoir sortir d'un milieu familial. Aussi. C'est quand même ça. C'est quand même sa fille qui a fait de lui ce Dieu qu'il pensait être. Et Bataille est quelqu'un d'extrêmement précieux sur ce plan-là. Il a dénoncé Breton, il a dénoncé Sartre comme occupant une fonction papale dans le monde des lettres en France. Il en avait la stature, il ne l'a jamais fait pour son ami, justement. Mais peut-être nous aurait-il évité ce qui est advenu, à savoir qu'il est resté tout seul à dire le vrai sur le vrai, contrairement à tout ce qu'il nous avait enseigné. Et à considérer que la passe était un échec alors que c'est une invention formidable, et à plein de contradictions comme ça qui malheureusement ont mené à la situation actuelle de notre dispersion, de l'impossibilité de nous assumer comme... Moi, j'ai été un vrai lacanien. J'ai tout appris dans Lacan. Freud n'était plus suffisant. Donc, je ne renie absolument pas l'enseignement de Lacan, mais malheureusement, il est confisqué et ce n'est pas seulement de sa faute, parce que son mode de transmission a rendu les choses difficiles, mais c'était une transmission constamment vivante et elle s'est petit à petit enquistée dans une vulgate, ce qui est vraiment dommage. Tu penses qu'il y a, parce que je n'ai pas eu le temps de le lire, mais il semble que tu es en préparation à un deuxième livre sur la passe. J'aimerais pouvoir rendre compte de ce qu'a été l'expérience intérieure et méthodes de méditation, qui sont des livres passionnants, avec le coupable. Enfin, j'ai travaillé dans mon livre sur le tome 2 exclusivement. J'aimerais travailler sur le tome 5. Ah oui, dans le tome 5, il y a... Dans le tome 5, il y a l'expérience intérieure, méthode de
la méditation, le coupable, tous ces textes invoqués comme formant la somme athéologique. C'est ça. Mais il y a quand même une dimension, disons, religieuse. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? D'accord, mais par rapport à Lacan, c'est peut-être ça qui fait que Lacan a pris une distance par rapport à Bataille, non? Tout dépend ce qu'on entend par religion. Certes, non, mais par exemple. Ce n'est pas une religion révélée. C'est pas une religion révélée, absolument. Oui. Non, j'ai repris le livre de Bataille sur la religion, c'était un livre tout à fait passionnant. Ah oui, mais il y a aujourd'hui un tel retour du religieux que, du sentiment religieux ou du besoin de sacré, que je ne vois pas pourquoi on ne céderait pas de Bataille qui est le plus athée des religieux. Oui, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que ce n'est pas sur cette ligne, disons, qu'il y a eu quand même, pas seulement un pacte, mais une rupture entre Bataille et Lacan. Qui serait plus religieux? Bataille. Ah non, d'accord. Non. Peut-être Lacan, justement. Bah, tu sais, il y a des glissements possibles. Non, au contraire, mais c'est évident. Hein? Ça paraît évident. Bon. Essayez de me convaincre. Non, ça... Et peut-être par rapport à la question de Dieu aussi. Il y a une différence entre les deux. Parce que pour Lacan, Dieu est inconscient. Pas qu'il n'existe pas, il est inconscient. Alors que chez Bataille, c'est quand même, il y a la question de la céphale, il y a la question de... oui, il y a un athéisme assez forcené. Je pense. Enfin, plus rigoureux. Oui. Plus rigoureux. Peut-être parce que Lacan s'intéresse à la psychose, et qu'on ne peut pas être athée avec un psychotique. C'est insupportable pour eux. Donc, oui, tu peux développer un petit peu. Une bonne définition de Dieu, Oui. Un mot visuel par excellence. Et ils ont tellement besoin que les mots finissent par vouloir dire quelque chose, les psychotiques, qu'ils ont besoin qu'il y ait un Dieu qui, le seul signifiant sans signifier, veuille dire quelque chose. Parce que sinon, ils s'en vont, ils se liquéfient. Donc, Dieu est inconscient, comme tu le rappelles, c'est une formule, je ne sais plus où elle est, mais voilà, c'est pas un point de capiton, Dieu, ou le seul point de capiton possible, mais puisque A est barré, mais enfin, il y a du côté du symbolique lacanien une pente qui mène à Dieu. Heureusement qu'il y a le réel, qu'il faut tout en l'air. C'est peut-être là où ils se rejoignent finalement sur cette question du réel. Oui, c'est sûr. Et s'il y a quelqu'un qui parle vraiment du réel et comme hétérogène, c'est Bataille, n'est-ce pas? Son concept de l'hétérogène est extrêmement fécond et permettrait de repenser l'inconscient, de repenser l'inconscient freudien de façon très, très fertile.
tu vas quand même un peu loin à certains moments quand tu dis, par exemple, que, au fond, celui qui a reconnu Freud, c'est Bataille. C'est une question d'antériorité Oui. uniquement. Le psychiatre, le jeune psychiatre Lacan, connaissait Freud à travers Pichon, éventuellement, mais c'était un des seuls qui avait lu Freud dans les années 20, alors que Bataille, lui, avait été en analyse et connaissait vraiment Freud, le lisait en allemand. En allemand. Tu vois, il a une connaissance de psychologie du moi et le titre, pourquoi je le trompe? Masse en psychologie. Masse en psychologie, voilà. Eh bien, il l'avait lu en allemand et il en a tiré des enseignements sur le fascisme avant tout le monde, tu vois. Lacan n'était pas du tout dans ces eaux-là dans les années 20-30, et même sa thèse. Une question que je voulais te poser, en effet. Qu'est-ce que c'est que l'encéphale? En quoi est-ce que ça nous Qu'est-ce que c'est que concerne acéphale? Acéphale, oui. Ah, je le dis dans oui. La conclusion de mon livre. Oui, oui. Hein, oui, je te le dis un peu. Par Blanchot, à travers la lecture qu'en fait Blanchot et à travers la notion de sacrifice, qui n'est pas le meurtre du père. C'est ça, oui. Hein, le sacrifice qui se retourne contre le bourreau, qui fait que le bourreau doit être exécuté en même temps que sa victime. Ce double meurtre, c'est pas le meurtre du père, justement. C'est ce qui me ferait penser que Lacan et Freud, ils ont besoin du père comme un substitut de Dieu, n'est-ce pas? Ils font exister à un moment donné dans leur œuvre comme fondement indispensable, etc. Le patriarcalisme sur lequel ça a pu déboucher très mal vu aujourd'hui, on nous le reproche, on continue de penser que nous sommes... bon, Lacan s'est rattrapé, se servir du père n'est pas... bon, mais précisément, cette fondation de la communauté ou du social ou du lien social sur le meurtre d'un père à l'origine est quelque chose sur lequel Bataille revient grâce à cette notion d'acéphale. Et c'est fondamental pour l'avenir de la psychanalyse. Si on continue de penser la psychanalyse comme n'ayant qu'un seul auteur, qu'un seul... oui, comme axé sur le nom d'un seul, hein, si la psychanalyse est freudienne ou n'est pas, lacanienne ou n'est pas, si chaque dissident est immédiatement voué à errer, comme l'écrit Lacan, carrément, je ne crois pas qu'on fait de la psychanalyse une science de cette façon. Hein, de toutes les façons. Je sais bien que ce n'est pas une science, que ça ne peut pas être une science, qu'il faut que ça reste un art ou un artisanat, mais... un savoir, quand même. Un savoir. Un art et une sagesse. Et une sagesse, absolument. Absolument. C'est sur quoi débouche
précisément l'expérience intérieure. Et le progrès dans la vie de l'esprit que Freud préconise, c'est de cet ordre. Parce que quel est le but d'une psychanalyse aujourd'hui? Quand les gens font vraiment une psychanalyse, ils savent très bien que ça ne va pas nécessairement améliorer leur vie, que les symptômes ne sont pas à supprimer. En revanche, ils prennent tout le poids et la fonction qu'ils ont eue et ils s'en servent pour découvrir la sagesse qui leur convient. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Or, Bataille aide précisément à penser très clairement. Il ne voudrait pas que la psychanalyse devienne une ascèse, un yoga. Enfin, il le dit très clairement au début de l'expérience intérieure. Je dis la psychanalyse. Il ne cite jamais la psychanalyse, mais le suivre comme sachant en tant qu'analysant ce qu'est la psychanalyse et se permettre cette lecture en surplomb. Je ne sais pas si ça t'a convaincu, le terme que j'emploie pour désigner mon type de lecture qui fait dire à Bataille des choses qu'il ne dit pas nécessairement, explicitement. Eh bien, cette lecture en surplomb permet justement d'aboutir à autre chose que... Parce qu'au fond, ce livre, c'est que la médicalisation rampante dans laquelle la psychanalyse est restée, même avec Lacan. Le mot de cure lui-même est trop marqué par la psychothérapie. Je pense qu'on peut sortir de ça. Pas nécessairement, c'est pas nécessaire de proclamer comme ça une différence. Que ça ait des effets thérapeutiques, c'est évident. Mais s'ils ne sont pas recherchés, s'ils s'obtiennent uniquement parce qu'on va au fond des choses, je préfère, vraiment. Je ne me vois pas indiquer la bonne route pour sortir du marasme. Quelle serait, par exemple, la position aujourd'hui sur les institutions? Un peu plus fort. Pardon. Tu peux parler. Qu'est-ce que tu pourrais... Oh, je suis... Tu es quoi? Tu serais très optimiste ou très pessimiste. Elles ont lieu d'être parce que c'est comme ça qu'on obtient une formation. Et la formation, ça existe. Moi, je ne pense pas qu'il suffit de faire une analyse pour devenir analyste. Il faut aussi qu'on vous transmette les trucs du métier, qu'on sache à peu près ce que ça veut dire, les règles, bon, tout ça, et les textes, aider à les lire, à les comprendre. Cela dit, c'est donc la nécessité de ne pas être seul pour être analyste, de former une communauté, d'être avec quelques autres que l'on parle au Lacan, mais elles ont toutes tendance à devenir des chapelles et à s'agglutiner autour de maîtres qui sont jusqu'à nouvel ordre des petits maîtres. Je ne vois pas pourquoi il faudrait encore se trouver un maître comme nous avons eu jusqu'à présent. À la part de Freud, c'était tout à fait normal et inévitable. Peut-être qu'il faut espérer qu'on pourra se passer d'un nouveau Lacan ou d'un Miller pour l'avenir de la psychanalyse. Donc, évidemment que
quelqu'un comme Bataille est précieux pour moi, Mm. parce que si c'est un sage plutôt qu'un maître, voilà. Et si nous pouvions nous considérer comme des sages, il n'y en a pas qu'un, hein, il y a différentes routes de la sagesse, ça serait bien. Mais la tendance à vouloir occuper une position de pouvoir, même dans des lieux dits inter-associatifs. Mais par exemple, est-ce que tu imagines que ce qui reste, je ne sais pas sous quelle forme, de la passe, ça pourrait répondre à cette... Si effectivement, si la passe ne sert plus à nommer un psychanalyste, mais à faire exister la psychanalyse dans le social, à révéler ce qu'est une psychanalyse, ne serait-ce que parce qu'elle convoque une bonne dizaine de personnes et qu'elle permet un véritable contrôle sur ce qui se passe dans le huis clos d'une analyse. Un analysant, s'il en parle à 2 personnes, qui vont en parler ensuite devant 5 personnes, etc., ça met beaucoup de monde au courant de ce qui s'est passé. Et c'est utile. Dans ce sens. Il a, par exemple, Alain Didier avait tenté à un moment ce qu'il avait appelé le vieux X. Oui. Est-ce que ça ressemble un peu à ça? Mais absolument, absolument. Il faut que ça se transmette véritablement, effectivement, qu'on sache par un analysant dit passant, mais c'est comme un passant justement, c'est pas un mot neutre, un passant. De passage. Voilà, il a affaire à deux personnes qu'il ne connaît pas, auxquelles il arrive à tout dire néanmoins, et ce sont des analysants qui sont encore en analyse, ce ne sont pas des analystes qui vont sélectionner. Ça, c'est une invention décisive, une proposition vraiment... Est-ce que ça supposerait des archives? Ça ne peut malheureusement pas se faire par écrit. Et des archives, tu vois... Qu'est-ce qui pourrait s'en enregistrer et se transmettre? Eh bien, la transmission orale a existé pendant des siècles. Et nous sommes dans l'oral, nous autres. Nous nous opposons, je crois, enfin, une psychanalyse, ça peut difficilement se faire uniquement par écrit, sauf si on a affaire à quelqu'un d'aussi honnête ou puissant écrivain que Freud, à la rigueur, quelqu'un qui écrirait aussi loin que Freud ou Bataille, qui enverrait ses écrits, ça pourrait aboutir à... Parce que pour Bataille, il y a aussi beaucoup d'inédits. Absolument, et qui ont tous été gardés. Ce qui est, parce que c'était un chartiste, n'est-ce pas? Voilà. Et il a tout classé, il y a des boîtes dans lesquelles tous ces manuscrits, toutes ces moindres variantes, c'est absolument passionnant. Se reporter aux notes des volumes, des œuvres complètes, et toujours, enfin, on a des surprises, vraiment. Il y a des pages entières qu'il a laissées de côté et qui... Et toi, tu vas continuer un peu sur ça? Ah, j'ai bien l'intention, oui. Si Dieu me préduit... Attention. Lequel? Et ce savoir mortel est une des choses que Bataille préconise constamment, parler de la mort, ne pas avoir peur
la joie devant la mort, enfin tout cela me paraît absolument fondamental, et surtout aujourd'hui où on ne parle plus que de chiffres et on ignore la mort, enfin c'est absolument navrant. Est-ce que le public pose des questions? Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques? Ah oui, il y a Guy Dana qui va intervenir. Oui, d'abord, je voudrais féliciter Jacques. Vas-y, Guy. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Là, je parle. Est-ce que c'est audible? On n'entend pas. Bah, parce que tu as... Et très bien, je vous entends Voilà. bien. Ouais, moi, c'est bien. Alors, d'une part, je trouve... Attends, est-ce que tu peux répéter depuis le début parce qu'on ne t'a pas entendu ici? Alors, depuis le début, d'abord, je voulais, comme je l'ai dit tout à l'heure, féliciter Jacques pour le texte qu'il nous a envoyé, qui est un texte, alors à propos d'écriture, qui est un texte magnifique qui décrit la relation de Bataille à la psychanalyse et qui décrit d'ailleurs la relation de Bataille à la psychanalyse plus qu'à Lacan. Et c'est ça qui est vraiment, je trouve, très pertinent. Je pense que ton livre fera date, parce que tu amènes des choses qui n'avaient pas été dites, mais je voudrais te faire observer que tu insistes, et je trouve ça intéressant, sur l'inconnu, sur l'indétermination. Et dans le fond, je me suis dit, mais dans le fond, c'est l'envers de Pascal. Et j'en parle parce que Claude lui-même a beaucoup travaillé Pascal. Il y a quelque chose comme l'envers du pari, puisque dans le fond, il ne s'agit pas de croire, il s'agit de décroire. Et de ce que je crois avoir lu de Bataille. Et aussi, il y a des choses par rapport à la médicalisation. C'est vrai qu'il y a une dérive médicale de la psychanalyse contre quoi moi je m'élève. Mais par contre, même si on est d'accord avec cette idée qu'il faut s'écarter du médical, il y a un point sur la psychiatrie que tu avances d'ailleurs en citant Binswanger. Bon. Mais la psychiatrie, c'est quelque chose de très particulier, mais qui sert précisément à déconstruire pour beaucoup d'analysants qui sont passés par la psychiatrie, ça leur sert justement à arriver au non-savoir, sur lequel tu insistes beaucoup. Il me semble que, et voilà la dérive, je trouve, très périlleuse, c'est une dérive vers le savoir. Et ce qu'amène Bataille, relayé par toi, Jacques, c'est la question du non-savoir. Voilà, maintenant, j'allais te demander justement, parce que je sais que ça te tient à cœur, cette relation à la psychiatrie, tu dis à la folie. Bon, et tu dis que Binswanger, dans le fond, ne va pas jusqu'au bout de son travail analytique, il est protégé par son intérêt pour la folie. Ça ne me suffit pas totalement. Voilà la question. Oui. De te relancer là-dessus. C'est compliqué ou difficile de parler en général à propos de cette question. Quelqu'un comme Bataille est arrivé, je pense, à se passer du rempart psychiatrique. Alors qu'il aurait peut-être, à un moment donné, eu raison de s'éviter certaines détresses ou certaines souffrances. Il en a fait quelque chose d'autre. Comment aller jusqu'au bout du possible, ce qui est le postulat de la quête de Bataille ou de sa définition du travail analytique, si on a le garde-fou d'un psychiatre.
il est, moi je le constate tous les jours, indispensable, ce garde-fou. Hein. Il faut avoir une force herculéenne, c'est le cas de le dire, puisque Hercule, c'est l'analysant par excellence, selon Deleuze, en tous les cas. Effectivement, on a affaire à des monstres, mais il faut purger la terre de certains monstres. C'est ce que les psychotiques, tu ne me démentiras pas, je pense, se chargent de faire. Ils se donnent cette mission-là. Mais comment peuvent-ils y parvenir sans l'aide d'un psychiatre qui leur donne parfois des médicaments ou qui leur permet de se reposer, d'aller au calme quelque part. Donc, moi, ce que je pense du rapport à la phénoménologie que Bataille avait lu et connaissait, c'est qu'elle édulcore un peu le discours de la folie, alors que Bataille, pas du tout, justement. Il en est extrêmement proche, il n'a pas peur d'évoquer tous les démons possibles et il parle du supplice, n'est-ce pas, que c'est que d'être confronté à l'expérience intérieure. Est-ce que ça te suffit ce que je te réponds là? Non, non, ça ne me suffit pas parce que je pense que dans le travail analytique, il y a une déconstruction, y compris de la psychiatrie. Et c'est curieux que ça n'apparaît pas dans ce que tu... bon, enfin, c'est le seul point qui me paraît contradictoire avec ce que tu dis d'ailleurs, parce que les analysants s'appuient parfois sur leur traversée de la psychiatrie pour déconstruire le savoir psychiatrique et pas forcément pour en être les servants. Bon, je ne te dis pas qu'aujourd'hui, c'est exactement ce qui se passe, certainement pas d'ailleurs, mais je pense que l'expérience analytique est suffisamment forte, puissante, et extrémiste dans un sens, Oui, pour arriver à déconstruire la psychiatrie elle-même. oui, mais là, je suis entièrement d'accord avec toi. Tant mieux. Si ça arrive, tant mieux. Moi, je voudrais te poser une question. Donc, Patrick Bellamiche, je suis derrière l'ordinateur et de l'autre côté de la caméra. Mais je voulais poser une question sur l'expérience intérieure, puisque tu en fais dans ton texte et dans ton livre aussi, dans le fond, la passe par excellence, hein, l'expérience de la passe, c'est vrai, l'expérience intérieure. Et avec finalement chez Bataille, quelque chose sur quoi ça débouche chez Bataille, cette expérience intérieure? Il n'y a plus rien, quoi. Il y a une sorte de nihilisme, ou alors on est du côté Il y a une découverte de la liberté. découverte de la liberté, mais par rapport à la question de l'objet, par exemple, la question de l'objet chez Bataille, c'est du côté du rebut qu'elle mène. Alors que bon, il y a quand même il y a cette question de l'objet au-delà de la passe. Enfin, sur quel objet arrive-t-on? Et chez Bataille, il y avait ce qu'il a appelé à un moment donné la haine de la poésie, hein, Oui. hein, avec l'impossible. Est-ce que c'est ça aussi qui compte, l'ultime de l'expérience intérieure pour Bataille? Et est-ce que, par exemple, moi je lis un petit texte là, de Pierre Soulages qui parle de l'intériorité, le même mot, hein, expérience intérieure et l'intériorité de la peinture, où pour lui, la question de l'intériorité, de l'expérience de l'intériorité, c'est l'objet, c'est son objet, c'est la lumière. Et au-delà de la lumière, c'est quelque chose qui est du côté de la clarté. Hein.
ce que dit Pierre Soulages. Et justement, alors, là, il dit par exemple, l'intériorité dans la peinture, c'est être en présence de l'insondable, Soulages. Hein. Et il dit quelque chose qui est assez semblable à ce que disait Claude tout à l'heure à propos de la dernière phrase de Quatre Concepts. Hein. Il dit, ce que je cherche, c'est l'intériorité d'une lumière, l'intériorité dans tous les sens du terme d'ailleurs, ce que nous avons à l'intérieur quand nous aimons. Quand nous aimons. Voilà. Eh bien voilà, Bataille est un amoureux, et un amoureux du corps des femmes. Peut-être qu'il les met au pluriel, hein, qu'il n'arrive pas à les individualiser, mais parler de l'objet à propos de Bataille, c'est parler des femmes, parler de tous les textes qu'il leur consacre. Il y a Claude a cité l'amour d'un corps mortel, il y a aussi l'Alléluia, qui est un merveilleux texte qu'il adresse à une femme en lui demandant toutes sortes de choses, d'être pour lui vraiment le témoin de sa vie, en tous les cas du vide sur lequel débouche sa quête intérieure. Toi, tu dirais que c'est un vide. Mais elle n'est pas envisageable ni pensable s'il n'y a pas une femme à qui dédier le résultat. Mmh. Et la liberté que ça lui octroie pour la contenter, bien sûr. C'est pas ce n'est pas un saint, ce n'est pas un homme sublime, Bataille. C'est vraiment quelqu'un qui aime toucher le corps des femmes, qui ne s'en est jamais privé. Il y a aussi un terme qui est un peu différent, qui est celui d'intimité. Oui. Qui est plutôt de ce côté, justement. Avoir des relations intimes, c'est peut-être ce qui relève de l'érotisme pour lui et qui est vital, crucial. Employer le terme d'érotisme en lieu et place de celui de jouissance, oui. C'est un bon moyen de sortir de l'hégélianisme dans lequel Lacan peut retomber à cause de ce terme qui est quand même un terme juridique et domanial. Je jouis d'une propriété, alors que je jouis d'une femme qui m'attire et me plaît et à laquelle j'essaie de faire sentir que l'érotisme peut entre nous fonctionner comme, je ne vais pas dire un salut, mais en tous les cas une raison de vivre. Eh bien ça n'est pas méconnaître l'objet. Hein. Oui. Enfin, moi, je parlais de l'objet en tant que, enfin, en tant que l'objet lacanien, c'est-à-dire l'objet petit a, quoi. Hein. Ah, c'est-à-dire l'absence d'objet. Oui, enfin, on peut le mettre à différents endroits. Hein. Oui. Soit du côté du rebut, effectivement, soit du côté de la cause. Oui. Alors, il y a Pierre Boismenu qui veut parler. Pierre, branche ton micro, puis on t'écoute. Oui. Moi aussi,
Oui, ayant lu le bouquin pour Bataille, et puis en entendant ce que tu dis, Jacques, il m'est venu un rapprochement qui est à questionner avec Nelly Arcan. Je ne sais pas si tu as connaissance de cette Canadienne qui s'est suicidée en 2009 après avoir écrit un certain nombre de livres, et quelle écriture. Et il me semble c'est quelqu'un qui bon, qui connaissait pas Lacan, certes, quoique elle le connaissait. Bon, elle a fait une analyse, elle était, bon, avec un analyste, disons, elle a, et puis elle a fait une thèse sur Schreber, qui n'est pas rien, mais en même temps, elle était une putain, entre autres. Et dans ses écrits, il y a quelque chose qui me fait penser à ce que tu vas chercher chez Bataille, cette analysant jusqu'au bout, hein, au bout du possible. Alors, sur un autre mode sans doute, hein, ne serait-ce que par une femme. Alors, je ne sais pas si tu la connais, mais il me semble que... Non, je ne la connais pas. Je sais qu'il y a un livre sur elle qui vient de paraître. Oui, il y a, oui, il y a un livre sur elle, et du coup, qui fait passe pour aller la lire. Et bon, mais voilà, c'est une remarque parce que bon, il se trouve que j'ai un peu travaillé dessus, et ce que tu dis me fait, on peut reprendre en effet ce qu'elle apporte de cette expérience dans l'excès absolu, si je puis dire, en ne reculant pas devant. C'est une expérience qui n'est pas qu'intérieure, mais qui est aussi intérieure. Bon, et ce que tu dis de Bataille, l'usage que tu fais de Bataille, me semble-t-il, on pourrait de nos jours aussi faire usage, en tant que psychanalyste, de ce qu'elle nous apporte. Voilà, aussi. C'est un rapprochement à travailler. Je vais essayer de lire ce que je trouve à ce propos. Et ça va dans le sens de ce que tu apportes d'une expérience d'analysant qui cherche le possible, enfin, le bout du possible. Sauf qu'elle, elle finit par se pendre. Voilà, Marie-Josée Collodin veut prendre la parole. Vas-y, Marie-Josée. Débranche ton micro. Enfin, débranche. Rebranche ton micro plutôt. Tu l'avais débranché tout à l'heure. Alors, je voulais juste dire que je ne connaissais pas Bataille avant d'avoir lu ce livre. J'ai lu ce livre 2 fois. Je le trouve très, très intéressant, mais je ne savais pas par quel tellement il y a de choses. Et j'ai donc lu l'expérience intérieure. Et en lisant l'expérience intérieure, je me suis dit, il y a énormément de richesse là-dedans. C'est comme s'il y avait beaucoup de perles et pas de fil. Et aujourd'hui, j'ai compris ce que j'avais ressenti. C'est-à-dire que, effectivement, Georges Bataille est un grand philosophe parce qu'il ne cherche pas à faire de la philosophie. Il raconte son expérience intérieure, et quand on parle qui va jusqu'à Dieu, moi j'ai entendu, hein, mais j'ai lu juste ce livre, j'ai entendu qu'il s'agit d'un lieu où il n'est pas question d'un objet, il est question d'aller jusqu'au bout du sujet, là où il n'y a rien. Et ça m'a fait penser à ce que raconte Karl Emanuel Schmitt récemment à la télé, comme quoi un jour, que depuis quelque temps, il croit en Dieu. Et en fait, c'est depuis un jour où il s'est trouvé complètement perdu dans le Haut-Gard, à 800 km de toute ville. Il n'a pas raconté comment ils sont sortis, mais il a dit que c'était une extase totale et que depuis ce moment-là, il croit en Dieu, mais pas le Dieu des chrétiens, pas tout ça, un Dieu. Et c'est une extase totale que je pensais que c'était l'extrême possibilité d'un sujet quand il n'y avait rien d'autre, quand il n'y avait rien de rien. Et que le sujet, eh bien, il demeure.
Et que c'est ça que j'ai pensé en écoutant Karl Emmanuel Schmitt. Et je pense que Jean Bataille, il parle aussi de ça. C'est tout ce que je voulais dire. Je te remercie. C'est bien intéressant. Ce qu'il y a de bien quand même avec Dieu, c'est que on peut en faire à peu près n'importe quoi. Ah oui, mais le Dieu dont je parle, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas ça, c'est pas ci, c'est pas ça. Donc, il y a toujours une façon de s'en tirer pour dire que ce Dieu que j'évoque, ben c'est justement, c'est pas celui que vous pensez que je pense. Mais l'idée de père sans fil est géniale. Oui, oui, oui. C'est qu'elle dit, Sophie. Le père sans fil. Père sans fil, oui. Oui, c'est l'éternité. Le Père sans fil, oui. Moi, personnellement, c'est ce que j'appellerais l'éternité, au sens spinozien du terme. Grosso modo. Oui, c'est pas la peine de rassembler. Avec Bataille, on met dans la dépense, justement. Donc, dans la perte, les perles peuvent se perdre, elles n'ont pas besoin d'être trouvées et réunies par un fil qui empêche qu'elles aillent sous l'armoire, qu'on pleure leur manque. Oui, parce que l'éternité, c'est aussi l'exemple que tu donnais hier soir sur cette découverte d'une sculpture comme ça, tout à fait par hasard, qui date de, je ne sais pas combien, 2500 ans. Donc, tu retournes un petit bout de terre et hop, tu as un bout d'éternité qui te jaillit à la figure. Et donc, moi, je pense que c'est peut-être ça un des rêves de la psychanalyse, c'est-à-dire d'avoir un moyen de trouver comment, en enterrant un petit quelque chose, peut-être ça deviendra une éternité. Sinon, on n'enterrerait pas au fond. Il y a des séances qui sont des instants d'éternité, oui, des moments d'extase. Il y a des interprétations qui sidèrent totalement l'analyste autant que l'analysant. Mais d'où ça m'est venu, eh bien, il le fallait. Ça ne pouvait qu'être dit. D'ailleurs, c'est un des points que j'avais envie de te poser comme question. En te disant à un certain moment sur les rapports entre Lacan et Bataille, je me suis dit, et tout d'un coup j'ai entrevu, puis après ça m'est parti de l'esprit, je ne l'ai pas retrouvé, mais il devait y avoir quand même peut-être des traces que certaines interventions de Lacan par rapport à Bataille pouvaient être des interprétations. Sans doute, c'est pas exclu. Surya dit que Lacan rentrait complètement sous des discussions qu'il avait eues avec Bataille. Ouais. Mais c'est le point de vue de Surya, enfin, ou le témoignage qu'il a recueilli, parce que il est plutôt... Mais rien n'exclut que Bataille rentre complètement bouleversé par ce que Lacan a pu lui raconter de sa pratique ou une intervention qui lui est venue. Comment il se peut que les lettres ne soient pas conservées? On n'a pas entendu ta question. Comment ça se fait que les lettres de Bataille ne soient pas conservées? Là, Sylvia a répondu à Michel
Surya, qui lui a demandé, lorsqu'il a voulu réunir les lettres de Bataille pour publier, est-ce que vous avez les lettres que Bataille a envoyées à rue de Lille? Il a répondu qu'elles avaient été détruites. Par qui? Mais c'était comment? Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. Écoutez, il n'y a pas seulement des lettres de Bataille, il y a tous les papiers de Lacan. Quand Lacan faisait son séminaire, la table était pleine de papiers et il écrivait énormément avant d'improviser oralement son séminaire. Si nous avions ces papiers, comme on a les papiers de Bataille, on pourrait savoir ce que Lacan a voulu dire d'une façon un peu moins interprétative. Finalement, chacun invente son Lacan, faute de ce que Lacan a écrit avec son stylo. Eh bien, c'est une pertinence, mais c'est à ce prix que quelqu'un comme Miller a pu devenir co-auteur. Il fallait que tout soit supprimé pour qu'il puisse occuper cette place sans forfanterie. Est-ce que ça a été vraiment supprimé ou est-ce que les archives de Lacan doivent exister quand même? À qui poser cette question? Selon moi, la personne, selon moi, bon, Gloria est morte. Elle a emporté le secret dans la tombe. Peut-être que Lacan lui-même a voulu que ça ne reste pas, c'est pas exclu. Il était tellement phobique des crasses. Mais il y a là une perte incommensurable, selon moi. Non, on n'est pas encore certain de cette perte. Le strate intermédiaire. Elle est très probable, Claude. Elle est très probable, étant donné ce qu'est la famille Miller, encore une fois, qui a tout intérêt à être propriétaire de Lacan. Être propriétaire de Lacan, c'est pouvoir dire en son nom ce qu'ils veulent. Enfin, ils peuvent être propriétaires des archives. Ça n'implique pas leur destruction. Écoute, récemment, il y a eu une vente aux enchères de la bibliothèque de Lacan et de tous les exemplaires de cette bibliothèque. Moi, j'avais lu un texte d'Elisabeth Rodinesco qui s'appelle La liste de Lacan. C'est dans un volume Lacan et la littérature qui est bien intéressant. Et elle était absolument désolée de constater que c'était vide, qu'il n'y avait plus rien. En fait, tous ces volumes sont ressortis et ont été vendus chez Sotheby récemment. Et il y avait justement des textes de Bataille à noter. Moi, je n'avais pas d'argent pour... je ne suis pas bibliophile pour acquérir... aller sur une vente aux enchères de cet ordre, mais c'est dispersé. Si, encore une fois, les livres, mais les papiers, pas forcément les manuscrits. Il y a eu une exposition de dessins des nœuds de Lacan pour qu'il fabriquait pour son séminaire, qui ont été vendus aussi. Tout ça, c'est, je veux dire, nous sommes dans le mercantile et pas dans l'archive. Et moi, c'est une réaction d'universitaire comme la tienne, c'est pas possible. Il y a des archives Lacan. Eh bien, je pense que tout ça, c'est devenu de l'argent. Jacques, quand tu dis le mercantile, c'est Vapro qui a vendu les dessins
qu'il avait du séminaire et c'est des dessins qu'il avait conservés lui-même. Et Vapro, en faisant ça, à la fois, il l'a fait dans le verre quantique, mais il n'a pas vendu tant que ça, mais surtout, ça fait un ouvrage inédit, puisque ça a permis que ces dessins de l'époque, enfin, ces schémas, ces nœuds, refassent un retour au public. C'est-à-dire que c'est à la fois une vente, mais à la fois. Alors que la vente qu'il y a eu chez Sotheby, c'est des livres qui sont vraiment perdus. Et c'est là, et on voyait les dédicaces qu'il avait fait tout au long de sa vie de bataille à sa femme et à Lacan. Voilà. Mais je n'ai pas pu voir l'intérieur des ouvrages, malheureusement. Je voulais te remercier pour ton livre remarquable. C'est Pierre Leroy, hein. Laure-Alice, c'est ma fille. Ce livre lève un voile vraiment sur une influence de Lacan qu'on ne voyait pas. Et grâce à ça, ça a permis d'ouvrir tout un champ. Je trouve, j'attends une suite, hein, bien évidemment, parce que c'est tout un champ sur une œuvre, mais ça fonctionne en miroir et en creux. C'est-à-dire que Bataille révèle Lacan comme Lacan, n'ayant pas révélé Bataille, grâce à son travail, ça révèle maintenant l'influence de Bataille sur Lacan. Et ça révèle l'importance de Bataille aussi. Et comme tu le soulignes, c'est aussi en tant qu'analysant. Mais moi, je fais une différence entre les analysants de la première génération, c'est-à-dire ceux qui ont été analysés avant Lacan, c'est-à-dire que Bataille, quand il a été analysé, c'est les analysants avant les années 50. Et donc, ça donne une cure freudienne avec un résultat très freudien. Voilà. Et ce qui a permis ensuite à Lacan, grâce à Bataille, de cette lecture extrêmement freudienne, de devenir encore plus lacanien. Voilà, c'est juste une petite réflexion comme ça, je voulais partager avec toi. Oui, oui, c'est intéressant, bien sûr. Je veux dire, non, une psychanalyse non herméneutique, donc, qui restitue à l'analysant la propriété de son appropriation, puisque on peut attribuer à Lacan l'apport de Bataille concernant le fait que l'excrétion doit être réappropriée et subjectivée pour qu'une analyse se fasse, se passe. C'est un peu ce que j'ai découvert, moi, dans Bataille et qui m'inspire dans ma pratique, bien sûr. Alors que jusqu'aux années 50, comme tu le soulignes, peut-être n'y avait-il que la libération qu'apporte le fait de pouvoir excréter le fantasme et la mort dans le sexe pour s'en libérer, mais sans véritablement pouvoir s'affranchir du transfert en se réappropriant, comme le permet une analyse lacanienne, de ce qui est sorti grâce à la règle fondamentale de Freud. Oui. Je suis désolé, je serai pas dans le tempo de ce qui vient de se dire depuis quelque temps. J'aurais voulu revenir à ce que disait Sophie tout à l'heure à propos du dieu de Bataille. Hein. Elle disait qu'il pouvait aller jusqu'à Dieu, hein, si vous avez bien entendu. Pourquoi pas soit il y a quelque chose de Dieu peut-être qui se joue, mais en même temps, c'est un traité de la théologie. Alors, moi, il me semble, je me demandais comme ça si on ne pourrait pas, chez Bataille, écrire Dieu D', histoire de l'homme si on veut,
En tout cas qui résonne avec cette autre formule qui est de Duras, qui est par Dieu, et qui n'est pas Dieu est inconscient, mais par Dieu je n'entends rien. Bon, si Dieu il y a, bon, ce serait un Dieu, un Dieu qui n'a pas de voix. Hein. Bon, et peut-être qu'il y a du Dieu chez Bataille si il vient au lieu où, qui est peut-être un non-lieu d'ailleurs, où les religions ont mis Dieu. Mais précisément, c'est un Dieu d'infinitude, sans doute, hein, aller jusqu'au bout du possible, mais un Dieu qui n'est plus Dieu. Enfin, je sais pas, je crois il y a quelque chose à dire, je sais pas ce que Jacques, comment tu as pu travailler ça, comment quelque chose de la place de Dieu, ou à la place de Dieu, vient dans cet effort d'un traité d'athéologie. C'est très difficile. Oui. Vraiment. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour parler de Dieu chez Bataille, il faut parler de la mort. Oui. Hein, et parler de la mort, c'est parler non pas de la transcendance, mais de l'immanence. Alors, s'il y a un Dieu immanent, oui. on peut le retrouver effectivement dans la nature, dans le désert, mais ce n'est pas un Dieu transcendant. Oui, absolument. On est bien d'accord là-dessus. S'il y a quelque chose de totalement immanent à la vie humaine, c'est la mort, qui est partout. Moi, je suis un lecteur fervent, c'est le cas de le dire, de la théorie de la religion, et tout ce que dit Bataille sur la vie animale est absolument somptueux et parle de Dieu d'une façon exceptionnelle, justement. Ce sont les animaux qui croient en Dieu, ce n'est pas les humains. Les humains ont besoin de Dieu pour expliquer l'absurde, la mort, quand ils ne sont pas d'accord avec elle, mais il y a une sorte de respect et d'amour de l'inéluctable chez Bataille, qui est quelque chose qui remet les choses à leur place. Hein. La question du sacrifice. Et la question du sacrifice, tu as tout à fait raison, Claude, qui est... Alors, est-ce qu'il y a un sacrifice qui n'est pas fait sur un autel et pour Dieu, quelque part? Ça serait... peut-être que c'est à travers le sacrifice qu'on retrouve Dieu aussi, c'est-à-dire la mort quand même. Hein. Oui, mais je suis d'accord, et ça consonne tout à fait avec Nelly Arcan dont je parlais tout à l'heure. Eh oui, eh oui. Offrir son corps, c'est ça le sacrifice, n'est-ce pas? Quand une femme offre son corps, elle risque beaucoup plus qu'un homme, c'est sûr. C'est pas par hasard que le sacrifice les concerne beaucoup plus directement que nous. Et une femme qui devient mère sacrifie plusieurs années de sa vie nécessairement à ce lien tellement de survie qu'elle a avec son enfant. Ce lien qu'elle doit considérer comme éphémère, pour citer le jeu de mots de Dominique Guillemard dans son livre, qui est un très bon livre. Qui est quoi,
l'éphémère et l'effet-mère. C'est le titre de son livre. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres remarques? Tu veux rajouter quelque chose, Jacques? Le sacrifice est à la clé ou à l'enseigne de la fin de l'analyse. Voilà ce que Bataille m'a appris. Il faut savoir terminer les analyses. Et donc, accepter, quand on est psychanalyste et qu'on a occupé, qu'on le veuille ou non, la position d'un chirurgien sans anesthésique, ce qui est nécessairement sadique, eh bien, accepter de se démettre de cette place, et d'ailleurs, on le vit comme un sacrifice, de se séparer d'un analysant qui a fait un long travail avec nous. Je crois que ça serait bien de penser les choses comme ça. Un peu comme les architectes au temps des pyramides qui étaient enfermés avec le pharaon dans le tombeau. Si tu veux, sauf qu'il n'y a pas de pyramide. Nous faisons un travail que nous ne signons pas et dont les traces dépendent de ce que diront de nous les analysants que nous avons eus et qui n'y sont absolument pas contraints. Ils peuvent très bien complètement nous ignorer, nous oublier, c'est préférable à la limite pour eux. C'est peut-être les vraies analyses réussies. Oui, voilà. Pas de pyramide. Bien, bah écoutez, merci pour votre attention. Merci à Jacques Nassif et à Claude Raban d'avoir bien voulu intervenir aujourd'hui. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.